L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet entretien spécial consacré à la modification du code électoral intervenu le 5 mars dernier. À cet effet, je reçois pour vous Messan Diego, il est spécialiste de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. Il a assumé au Bénin la fonction de directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE de 2010 à 2016. Il fut de 2016 à 2021 secrétaire permanent de la conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Notons qu'aujourd'hui, il est élu du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans la 5e circonscription électorale qui comprend les communes de Ouida, d'Alada, de Tofor, de Tori et de Kwamassé. Et au sein de cette formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau, il est également membre de la direction exécutive nationale. Notons qu'il est également le coordonnateur, notamment au sein du Parlement, du réseau des parlementaires en charge de l'éducation et de la formation professionnelle et de l'emploi. Bonjour à vous, Messan Diego. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous me trouvez honoré d'être ciblé par votre chaîne pour participer à ces moments d'échange avec la population. Si je comprends bien, c'est sur le code électoral que vous m'avez invité. Tout à fait. Donc, il était important pour nous d'échanger, de communiquer avec nos militants et toute la population béninoise sur ce code et qui a été voté par le législateur il y a quelques jours. Je voudrais en profiter pour vous féliciter ESAE TV et saluer tous vos auditeurs, vos téléspectateurs. Pourquoi, d'entre deux jours, vous avez contribué à ce vote au vote de ce code électoral, voilà. Eh bien, j'y ai contribué pour plusieurs raisons. La première, déjà en tant que citoyen, nous avons tous compris qu'il faut renforcer le système partisan, qu'on soit député ou pas. Nous avons compris ce que la multiplication, la multiplicité des partis politiques a causé dans ce pays. Et la nouvelle charte des partis a fait en sorte que nous puissions réduire, autant que faire se peut, le nombre de partis politiques. On parle des chiffres de 200 partis politiques et aujourd'hui nous sommes à 12. Et cela dit, vous avez noté que dans la charte des partis politiques, déjà à l'origine, il fallait 15 membres fondateurs par commune pour créer un parti politique. C'est une des dispositions qui ont renforcé les partis politiques. C'est vrai que notre histoire récente fait qu'au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, il a été décrété le système partisan, le multipartisme intégral, parce que à l'ère du PRPB, c'était un parti unique. Il y avait cet appétit politique qui a été satisfait. Aujourd'hui, il est l'heure de recadrer un peu. Et c'est ce qui a commencé en 2019 par le nouveau code, ou plutôt la charte des partis. Il y a 2 ans, il y a eu un nouveau code électoral qui a été... il y a 2019. En 2019. En 2019, il y a un nouveau code électoral. Il y a un peu de 5 ans.
plus de 5 ans, qui a resserré déjà, qui a resserré les conditions de création d'un parti politique et qui a renforcé les partis politiques en mettant l'appui ou l'accent sur le fait qu'on a beau être politicien, il faut se mettre sous le couvert d'un parti politique pour pouvoir agir de manière pérenne. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être célèbre, célébrissime, populaire dans son quartier ou dans son arrondissement pour se dire qu'on est politicien. Il fut une certaine époque, cela suffisait pour se faire élire maire, député, même président de la République. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, il faut passer par un parti politique. Et le même parti politique doit réunir un certain nombre de conditions. Un certain nombre de conditions pour pouvoir compétir et pour pouvoir obtenir les résultats. Vous savez qu'aux dernières élections législatives, et même avant, certains partis qui, pourtant, ont participé aux élections, n'ont pas eu accès à la répartition des postes parce qu'ils n'ont pas totalisé les 10% au plan national. Mais est-ce que toutes les dispositions que vous avez incluses dans ces tests législatifs, que ce soit en 2019, aujourd'hui en 2014... Je vais y revenir, mais je vous explique pourquoi... Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec l'essence de la démocratie? On va y revenir, mais étape par étape, voilà la cohérence de ma décision. Et maintenant, je suis de ceux qui pensent qu'il faut davantage donner du poids, consolider le système partisan et donner du poids aux partis politiques pour que ces partis puissent s'occuper de notre développement réellement et que les élus, des élus les plus, enfin, de l'arrondissement, je veux dire, à la mairie, en passant par les députés et en allant même au président de la République, que chaque élu émane d'un parti politique. J'ai voté parce que je crois en cette dynamique. J'ai voté parce que je pense que c'est cohérent, utile et important pour nous. J'ai voté aussi parce que je suis membre d'un parti politique et qui a donné cette ligne de conduite, qui a décidé de voter ce code électoral. Alors, ce code électoral dont vous vantez les mérites, comme je disais tantôt, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec l'essence de la démocratie? Aucunement. Aucunement. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, c'est le système partisan encadré par des règles, c'est la loi de la majorité sur la minorité, je m'en arrête là. Au regard de tous ces critères, de toutes ces règles, de ces principes, donnez-moi un exemple où on n'a pas respecté ces règles. Certains s'attaquent, ou plutôt se concentrent sur le fait que il y a des protestations, c'est vrai. Justement, parlant de ces protestations. Oui, justement. Ceux qui protestent... Ils crient à l'exclusion. Ouais, non, si vous voulez, tous les jeux au monde ont des règles. Le football a des règles. Si vous voulez jouer au football, vous respectez les règles du football. Oui, mais c'est établi depuis un moment. Nous nous sommes entendus. Le législateur a choisi d'imposer des règles. Et c'est à l'unisson que évidemment, la décision finale du Parlement veut que ces règles soient respectées pour que nous puissions parler de jeux politiques. Vous êtes d'accord que hier, tout le monde se plaignait de ce qu'il y avait trop de partis politiques et que nous étions trop politiques. Choisissons désormais de faire la politique du développement, nous qui avions longtemps fait le développement de la politique. Aujourd'hui, on peut s'engager sur le fait que la politique doit rester au service du développement. Et pour ce faire, les décisions politiques, le choix d'un parti politique doit être orienté sur le développement du pays et sur le développement global et non la mise en lumière d'un individu, la mise en lumière de certaines personnes qui sont, on dit, eux, c'est des politiciens. Et non, à partir de maintenant, nous savons que la vedette, ce n'est plus le politicien, mais la star, c'est le parti politique. Vous répondre à ceux qui estiment que ce code est un code d'exclusion, que les dispositions ont été renforcées dans la seule dynamique d'exclure des potentiels candidats à l'élection présidentielle et de régenter un peu le monde politique. En quoi c'est un code d'exclusion? Dites-moi, ça exclut qui? Pour qu'on dise que c'est un code d'exclusion. Ce sont les acteurs politiques qui le disent. Ils le disent. Bon, en tout cas, ce que moi je peux vous expliquer, c'est que de 2019 à aujourd'hui, le législateur a trouvé opportun de renforcer un peu davantage le choix ou les critères de désignation de nos élus, et les critères de fonctionnement d'un parti politique. Si nous en revenions à l'Assemblée, nous avons aujourd'hui 3 groupes parlementaires à l'Assemblée. Vous êtes d'accord? Oui. Aucun de ces groupes parlementaires ne peut se dire exclu par ce code. Et les autres partis peuvent jouer
Et vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû remarquer que parmi les réformes, les nouvelles réformes, il y a la capacité ou la possibilité pour des partis politiques se sentant proches au plan philosophique certainement, de rentrer en accord de gouvernance. Justement, avant d'y arriver aux accords de gouvernance, on dit généralement que l'on légifère pour l'avenir. L'une des grandes griefs qu'on porte à l'endroit du régime de la rupture, c'est qu'on légifère pour la plupart du temps pour résoudre des crises ou des situations ponctuelles. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de 2026, ce code-là sera en conformité avec les réalités politiques du pays? Je n'ai pas les boules devant moi. Je ne sais pas lire dans les boules dans l'avenir. Dans l'avenir pour savoir, mais je peux vous garantir une chose, que nous avançons de manière à réorganiser, restructurer l'environnement politique. Alors, on légifère pour l'avenir, mais on légifère aussi pour régler des problèmes ponctuels. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'il faut empêcher, c'est que quelqu'un légifère pour ses propres intérêts. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Et ce n'est pas le cas ici. Non. Les critères qui sont introduits dans le nouveau code peuvent frapper entre griffes n'importe lequel des partis. D'ailleurs, certains de nos adversaires politiques disent que les 20% qu'on exige par circonscription électorale vont frapper, comme ils disent, tout le monde, y compris UP Le Renouveau. Alors donc, nous légiférons pour la solidité du système partisan, nous légiférons pour l'avenir. Certains se sont plaints, mais ils n'ont pas manqué de dire, vous aussi, vous allez voir, vous avez sorti une chicotte qui va vous frapper. Donc ça suffit déjà pour qu'on comprenne qu'on a légiféré pour l'avenir, on a légiféré pour régler des problèmes que nous avons identifiés, mais personne n'a légiféré pour le moment, à mon sens, pour régler son problème à lui, pour son intérêt à lui. De façon sommaire, qu'est-ce qui change avec ce nouveau code? Il y a quelques aspects qui changent, mais les plus importants, oui. D'abord, les 15%. Dans l'ancien code, pour être candidat, l'un des critères de candidature aux élections présidentielles, c'est de réunir 10% de parrainage des élus, députés et maires. Aujourd'hui, nous sommes passés à 15% députés et maires. Voilà une des avancées majeures. Vous savez que la taille de l'Assemblée a grossi. L'Assemblée n'est plus à 83 députés, nous sommes à 109. Donc, on a augmenté la possibilité, ou plutôt l'exigence, pour le futur candidat aux élections présidentielles, de réunir 15%, vous me suivez, des élus, maires et députés, et de les réunir dans les 3/5 des circonscriptions électorales, pour que le futur président, non seulement soit porté par des élus, mais soit porté par des élus répartis dans la plupart de nos circonscriptions électorales, donc dans plusieurs contrées de notre pays, dans plusieurs départements de notre pays, pour qu'ils se sentent en mission pour tout le monde et qu'ils se sentent reconnaissants aussi, parce qu'ils auraient pris des engagements dans toutes ces parties, avec tous ces élus. Voilà. Alors, notre thème pour expliquer ce que cette disposition que vous êtes en train d'expliquer là, pour réexpliquer, ça veut dire que lorsque je suis candidat à la présidentielle et que j'ai 15% des élus, maires et députés, tant qu'ils ne sont pas éparpillés sur l'ensemble du territoire national, ce parrainage n'est pas valable. Il n'y a pas de tant qu'ils ne sont pas. C'est des critères connexes. Les critères sont liés. Il n'y a pas un premier critère qu'il faut satisfaire avant d'aller sur l'autre. C'est des critères qu'on a fait et il faut respecter tous les critères. Ce n'est que ça. Donc 3/5 par circonscription électorale. Voilà. Alors en dehors de ça, qu'est-ce que... 3/5 de l'ensemble des circonscriptions. De l'ensemble électorale. Ça fait environ 15 circonscriptions électorales sur les 24. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce qui change à nouveau? Il change que pour les élections législatives, par exemple, les partis peuvent aller en accord de gouvernance. Et cet accord est signé bien avant les élections et déposé à la Sénat. Et une fois que l'accord est signé, quand vous participez aux élections législatives, vous devez d'abord, pour avoir accès à la répartition des postes, vous devez d'abord avoir 10% au plan national. Le parti qui n'a pas 10% au plan national est exclu, comme dans l'ancien code. L'avancée nouvelle, c'est qu'en dehors des 10% que vous avez au plan national, vous devez avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Vous me suivez?
10% au plan national et 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Et si vous n'avez pas les 20%, vous pouvez aller maintenant en accord de gouvernance. Je donne un exemple. Vous prenez un parti A et un parti B qui sont en accord de gouvernance. Les deux ont 10% chacun au plan national. Si l'un a 15% dans une circonscription électorale et que l'autre a 5% des suffrages exprimés dans cette circonscription, eh bien, ils peuvent, la liste peut passer. Vous me suivez? Oui, je vous suis très bien. Voilà. Donc, est-ce à dire que lorsque j'ai les 10% par exemple, et que dans 23 circonscriptions électorales, j'ai peut-être les 20%, et dans la dernière, je n'ai que peut-être 12%, et qu'il n'y a pas autre formation politique qui ait franchi le seuil des 10%, donc je perds mes élus? Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça quand vous savez que aux élections législatives passées, il y a des partis qui ont participé aux élections et qui n'ont pas réuni les 10% et qui n'ont pas eu accès à la répartition des postes. Ici, j'arrive à obtenir les 10%, j'ai les 10%. Nous sommes en train de faire cette émission, monsieur, parce qu'il y a eu des avancées. Et je vous les explique. Et je les justifie par le fait que nous irons de plus en plus à assainir le milieu politique. De plus en plus à garantir qu'un parti politique doit être suffisamment fort pour porter la politique de développement du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, dès qu'un président de la République finit son mandat, le ou les partis qui l'ont soutenu se disloquent. Nous voulons désormais que les partis survivent au chef d'État. Et pour ça, il n'y a plus de champion qui existe quelque part, un béninois de l'extérieur, super puissant, et qui viendra faire notre bonheur. Ça n'existe plus. C'est celui qui a fait on va dire les étages, ou plutôt les étapes successives de croissance, de connaissance, de formation politique au sein d'un parti politique que nous allons identifier ensemble pour dire voilà celui qui nous porte. De ce fait, il sera d'abord reconnaissant à son parti. Il va présider, diriger le pays avec son parti politique, avec un système, une machine qui pourra le porter et à qui il sera redevable, donc il doit rendre compte. Si je suis un champion que vous avez identifié parce que je suis à Washington ou à Honolulu et que vous me portez président parce que j'ai un peu de ressources financières, la démarche est différente et évidemment les résultats et les conséquences sont tout aussi différentes. Tout aussi différentes. Alors, lorsque vous êtes en train de renforcer, au moment où vous êtes en train de renforcer un peu les dispositions, notamment en élevant de 10% à 15%, 20% par circonscription électorale, vous rabaissez la caution pour la présidentielle. Justement. Pourquoi? Parce que ça a été l'objet de protestations. Ça a été justement une proposition faite par l'opposition. Parce que ça, il faut souligner, on n'a pas suffisamment souligné ça. C'est une proposition faite par l'honorable Achadé et Nourenou. Et Nourenou, voilà, Achadé Nourenou. Et nous avons accepté, nous avons trouvé pertinent et nous avons accepté. C'est vrai qu'il y a certaines de leurs propositions que nous avons rejetées, mais nous avons accepté cette proposition. Ils ne le disent pas assez. Ils ne le disent pas assez. Alors, autre disposition nouvelle? Est-ce que vous en pensez quoi? Que c'est mauvais de réduire la caution? Le drame, c'est que moi je pose la question ici. Donc, ah non, il n'y a pas de drame, on est dans un entretien. Je ne saurais répondre à cela, peut-être après le plateau, je vous dirai ce que je pense sur cette question d'actualité. Ah, vous ne vous offusquez pas si je réserve, mais certaines réponses... Non, vous ne pouvez pas réserver puisque les amis internautes sont connectés pour vous suivre. Okay, alors, je les salue au passage, je ne réserverai pas de réponse. Merci beaucoup pour l'honnêteté. Alors, en dehors de cette disposition-là, quelle autre est nouvelle? En dehors des 15%, des 20% au plan national, du rabais de la caution? Oui, il y a eu un débat avant le vote du code. Vous vous souvenez qu'il y a eu une proposition de révision de certains articles de la Constitution qui n'a pas prospéré. Tout à fait. Parce qu'il y a eu un débat essentiel sur non seulement l'égalité. La légalité. La légalité. La légitimité est rentrée aussi en jeu. Un citoyen a saisi la Cour a trouvé irrecevable son recours, mais la Cour s'est auto-saisie du sujet et a demandé à l'Assemblée de faire en sorte que tous les maires puissent avoir la même possibilité de parrainer. De parrainer. Parce que quand on va finir les élections communales, certains maires seraient installés avant la fin du dépôt des candidatures, alors que d'autres maires ne le seraient pas. Et nous sommes un pays où il y a l'égalité, elle l'apostrophe, et la Cour a dit ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Il faut faire en sorte que tous les maires puissent avoir les mêmes chances de parrainer. Mais en même temps,
nous, au sein des partis politiques, nous avons poursuivi la réflexion pour dire que voilà le cas des maires. Et entre maires et députés, il y a des choses à encore parfaire. Et surtout, en termes de légitimité. En l'état où c'était les dates des élections, vous savez qu'on peut être député de la 9e circonscription, la 9e législature, la 9e mandature, ne pas être positionné par son parti politique et conserver le droit de parrainer. Vous êtes d'accord? Oui. Celui qui est positionné par son parti politique et qui a échoué peut aussi conserver le droit de parrainer. Tout à fait. Alors, il se pose un problème. Vous venez d'être candidat, vous avez échoué, ou votre parti politique. Nous sommes en train de dire que le parti politique doit être l'entité qui porte toute la stratégie politique. Votre parti politique ne vous a pas choisi, mais c'est vous qui avez la légitimité, entre griffes, de choisir le président de la République. Peut-être que s'il a fait 3 mandats ça de pose député. un problème. Ça pose un problème pour les citoyens lambda quand il va comprendre que tel député qui n'a pas été positionné ou tel autre pour lequel je n'ai pas voté, alors que j'ai voté pour le député lambda, enfin un autre député, et qu'on refuse à celui que je viens d'élire de parrainer le futur président de la République et que c'est l'ancien que j'ai rejeté. Alors qu'est-ce que vous avez fait maintenant pour solutionner tout cela? La date, c'est l'article 37 et nouveau, et puis 42 nouveaux et 137 qui l'abordent. Le dépôt des candidatures le terme du dépôt des candidatures est à 180 jours du premier tour des élections. Ce qui fait que, parce qu'il y a une clarification à faire là, ce sont les députés de la 9e mandature qui vont parrainer. Les députés en exercice aujourd'hui. Actuel, c'est eux qui parrainent. C'est eux qui parrainent. Conformément au code électoral voté. Et le code a introduit ce délai pour qu'ils le fassent tout en conservant toute leur légitimité. Ils ne sont même pas encore à la fin de leur mandat. Les listes électorales, ou plutôt les positionnements dans les partis politiques ne sont même pas connus. Ils n'ont même pas encore déposé leur dossier. Vous me suivez? Oui. Le dossier de candidature. Donc, il y a plus de sérénité pour aller au parrainage. Vous savez que le chef de l'État, le président Patrice Talon, quand bien même il disait qu'il n'est pas dans une aventure de révision de la Constitution, il s'est préoccupé quand même de la légitimité de ceux qui doivent parrainer. L'un dans l'autre, nous avons trouvé cette solution. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'honorable Hassan Seibou a proposé dans sa proposition de loi d'inverser les élections, de ramener les présidentielles un peu plus tôt en février, avant les législatives, et de prolonger le mandat quelque peu des députés pour qu'ils gardent cette légitimité-là. Ça n'a pas prospéré. Et au sein du Code, nous nous sommes entendus pour proposer ce délai-là. Mais est-ce que ce délai de 180 jours pour vous ne pose pas un petit souci lorsque on dépose les dossiers pour la présidentielle 180 jours avant, mais qu'on effectue l'élection législative avant la présidentielle, c'est-à-dire les parrains posent un acte dont la validité est toujours en cours malgré que l'élection de leur renouvellement est effective. Vous savez, chez nous les humains, c'est un avantage, mais ça pourrait être un inconvénient aussi. C'est que chaque solution qu'on apporte peut être repositionnée en termes de problèmes, parce que nous cherchons à relever les défis. Oui, justement, le problème de légitimité, de l'égalité, est-ce que ça ne peut pas se reposer à ce niveau-là, lorsque, 180 jours avant, ils ont parrainé un candidat pour une élection présidentielle et qu'avant la dite élection-là, s'effectuent des élections législatives et communales qui sont censées les remplacer, et alors que... Il aurait, l'avantage et la différence serait qu'il l'aurait fait en toute légitimité. C'est important. En toute légitimité. En toute légitimité. C'est important. Maintenant, les éléments, ou plutôt les réalités du calendrier, nous imposent celui qu'on a introduit, le législateur a introduit dans le code. À la pratique, on verra ce que ça va donner. C'est pour ça que je dis que c'est des outils de développement, y compris la Constitution. Alors, nous sommes en train de fétichiser notre Constitution, malheureusement. Et les années à venir, les gens auront du mal à bouger la seule virgule de la Constitution, alors qu'il faut de temps en temps, à la pratique, voir ce qui est
ce sur quoi nous pouvons nous entendre pour faire bouger notre constitution, ce sur quoi nous pouvons nous entendre pour adapter la loi fondamentale au développement du pays. Les choses changent, les jeunes grandissent, d'accord? Il y a des outils modernes qui viennent dans la gestion quotidienne. Il y a de nombreuses innovations dans notre vie au quotidien. Cela peut, je ne dis pas que cela doit, mais cela peut de temps en temps impacter. Il y a de nouvelles lois que nous prenons qui peuvent impacter notre constitution. Qui peuvent impacter notre constitution. Mais est-ce que tout ce que vous faites aujourd'hui pour renforcer davantage l'hégémonie des partis politiques, est-ce que cela n'aurait pas de revers? Est-ce que peut-être au niveau du Parlement, les fois à venir ou les années à venir, on n'assistera pas à des votes mécaniques juste pour la simple discipline du groupe et que des amendements pertinents ne soient pas pris en compte parce que le parti politique impose tel? Bon, je vous laisse propriétaire de votre expression, l'hégémonie. Je trouve que on n'est pas encore dans un schéma d'hégémonie, mais on peut dire qu'il y a un renforcement. Insistons là-dessus. Il y a un renforcement. Il y a l'avantage, il y a l'option de faire du parti politique, le creuset de développement ou de promotion d'abord des actions politiques et de développement du pays. Si la politique se met au service du développement, vous pensez que les jeunes gens, les étudiants, je suis dans une université, ils s'en foutent de ce que vous faites au Parlement si le minimum leur est acquis. S'ils ont du travail, s'ils ont de belles routes pour circuler, s'ils ont de la lumière, de l'électricité, s'ils ont de l'eau. Et c'est pareil pour nos paysans qui produisent, c'est pareil pour nos femmes. Si les conditions de vie s'améliorent, à quoi bon aux États-Unis, vous avez combien de partis? Vous avez déjà vu un président des États-Unis provenir d'un parti en dehors des 2 partis qui sont connus? Donc, si on aboutit à 4 partis, à 5 partis, qui sont les plus opérationnels, les plus solides. On aura du mal à avoir même 5, parce que si on doit avoir 20% par circonscription électorale. Ça fait justement 5. Oh, justement 5, sans compter que peut-être l'un peut avoir 21, voilà, l'un peut avoir peut-être 40 ou 80%, parce qu'on a suivi lors des débats, sans oublier qu'il y a des collègues à vous qui veulent avoir 80% par exemple. Oui, forcément, on n'est pas là pour... Vous ne montez pas sur un terrain de foot en disant que je vais me faire battre. Vous faites tout pour battre l'autre, et à la fin des 90 minutes, on sait qui a battu qui et qui a donné qui. Qui a donné quoi, je veux dire. Aux dernières élections législatives, il faut féliciter le parti Les Démocrates. On ne les voyait pas là. Mais ils ont eu 28 députés. Et Dieu merci pour eux, ils sont capables de parrainer. Ils ont parce que le nombre exact donne 28 aujourd'hui. Un peu moins de 28, mais qu'on peut arrondir à 28. Tant mieux pour eux. Alors, M. Sandiego, pour vous résumer, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Déjà? Donc, pour vous, c'est un exploit, c'est une avancée, ce code-là? C'est un exploit, peut-être pas, parce qu'un exploit, on pourrait crier victoire, mais c'est une avancée. Ce que nous proposons à la population béninoise, c'est une avancée sur laquelle nous voudrions que chacun comprenne. Parce que c'est clair, il y en a qui ont embouché des trompettes pour dire exclusion et tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté. Oui, lorsqu'on parle de légitimité, est-ce que leurs inquiétudes ne sont pas légitimes? Puisqu'on parle de légitimité ce temps-ci. En quoi c'est légitime? Dites-moi. Lorsqu'on se retrouve un peu du côté de l'opposition, on pense que, généralement, pour la plupart du temps, la mouvance fait tout pour pouvoir exclure. Mais nous sommes dans un jeu politique. Si vous parlez de l'opposition, est-ce à dire que ce code est dans le jeu politique? Vous dites? Le vote de ce code-là fait partie du jeu politique? L'Assemblée est un milieu hautement politique. Mais nous sommes en train de vous dire qu'il faut faire en sorte que la politique soit au service du développement. Mais je vais vous donner quelques exemples. Mais est-ce que ce code voté fait partie du jeu politique? Vous de la presse et on va dire, vous les communicants, pourquoi est-ce que vous pensez que la minorité doit gagner sur la majorité à chaque fois? Quand cette minorité bloque des dossiers, tout le monde applaudit. Pourquoi est-ce que un parti qui a travaillé, qui a convaincu plus de 50%, près de 50% des Béninois, pour avoir, encore que si on prend UP, le Renouveau et BR, c'est 75% du Parlement. Et cette majorité peut perdre devant la minorité, et c'est ça qui vous plaît.
ça ne peut pas être tous les jours comme ça. Non, vous êtes resté dans ce pays. Oui. Je n'ai pas suivi un seul communicant ou un seul journaliste monter ou plutôt se prononcer voilà, sur le fait que les LD ont voté contre le budget du Parlement. Le budget qui leur permet d'avoir leur salaire. Vous avez accueilli ou invité quelqu'un pour lui poser la question? Vous pensez que c'est normal? Peut-être vous pensez que c'est pas normal. Eux, ils estiment que... Et alors, comment vous interprétez leur vote est justifié. Leur sourire quand, en fin du mois, ils voient leur banquier envoyer un SMS pour dire que le salaire... Je vais vous répondre à ça après le studio. Donc, je suis en train de vous dire que la loi, l'un des principes de la démocratie, on l'a dit au début, c'est que le droit de la minorité, mais que ce soit la majorité qui gagne. Que ce soit la majorité qui gagne. Merci à vous, Messon Diego. Et puis, quand cette minorité a la possibilité de bloquer, la démocratie permet, quand le vote est à une majorité qualifiée, eh bien, cette minorité de blocage peut bloquer. C'est ce qui s'est passé pour le vote de la loi, ou plutôt de la proposition de loi de révision de la Constitution. Donc, on peut dire que c'est le fonctionnement normal de la démocratie. Tout à l'heure, vous avez évoqué le jeu politique. Vous avez également rappelé que l'Assemblée est le haut-lieu de la politique. J'ai évoqué beaucoup de choses. C'est ça qui vous intéresse. Que pensez-vous de ceux qui estiment que ces dispositions-là, notamment les 15%, les 20% par-ci, par-là, qu'il faille les constitutionnaliser à la crainte de ce qu'à l'avenir, lorsque l'on aura une autre majorité, elle puisse estimer que, toujours dans l'option du système partisan, qu'on puisse la porter peut-être à 20, ou à 25, 30, 40 ? C'est une magnifique proposition. Encore faudrait-il qu'ils acceptent que... Il peut arriver que l'UP se retrouve dans l'opposition, et également minoritaire au Parlement. Je viens de vous dire que nous avons pris, le législateur a pris des décisions que certains députés de la minorité pensent que même la majorité ne pourra pas satisfaire à ces dispositions-là. Donc, c'est des dispositions qui sont prises pas contre un parti politique, pas contre un individu politique, mais c'est des dispositions qui sont prises pour consolider ce que nous sommes en train de faire ensemble, pour rendre viable de manière pérenne le renforcement du système partisan. Alors très vite, pour conclure, en quelques minutes, vous êtes spécialiste de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. Vous êtes présenté comme tel, ce qui a même valu que votre nomination au poste de directeur général de l'ANPE de 2010 à 2016. Alors aujourd'hui, en tant que parlementaire, lorsque vous regardez un peu, vous côtoyez vos mandants, vous côtoyez également vos parents, est-ce que pour vous, l'insertion socio-professionnelle est en plein essor aujourd'hui? L'insertion des jeunes gens, l'insertion socio-professionnelle des jeunes reste un défi permanent. Et c'est pour ça que le mot chômage est un mot sensible pour n'importe lequel des gouvernants de cette planète. Nous travaillons, le gouvernement, je dois dire, travaille à améliorer les conditions. Est-ce qu'il y a des efforts lois qui ont été effectués depuis 2016? Il y a beaucoup d'efforts. Quelques-uns de façon sommaire. Le PSE, le programme spécial d'insertion pour l'emploi, dans l'emploi, Glodibé, vous savez combien Glodibé embauche chaque année, Azoli de Glodibé, voilà autant de dispositifs qui sont mis en place. Encore faudra-t-il que les jeunes gens s'y intéressent. Il y a certains de nos jeunes gens qui ne s'y intéressent pas. Mais cependant, oui, il faut travailler sur la formation. Il faut travailler sur le choix des filières. Si un métier, vous savez, un chercheur d'emploi qu'on met sur le marché, c'est un produit qu'on fabrique. Si le produit n'est pas consommé, si vous en fabriquez beaucoup, vous aurez un surstock. C'est ça le chômage, si on ramène ça à l'emploi. Donc il faut travailler à ce que le produit qu'on fabrique soit consommé par le marché du travail. Ici, je suis à l'aise pour en parler. Vous avez beaucoup de filières. Vous avez des jeunes qui sont dans l'audiovisuel. Chaque année, vous devez vous interroger sur est-ce que ces jeunes ont la capacité de s'insérer tels qu'ils sont formés ici dans le tissu économique du Bénin. Est-ce que le Bénin, ou plutôt le marché béninois, offre autant d'opportunités? Sinon, comment vous allez faire pour qu'il y ait une valeur ajoutée, pour que le jeune qui quitte les AE soit, au plan de cette insertion, plus compétitif qu'un autre jeune?
Et c'est pour cela déjà que le président de la République, le gouvernement en tout cas, a opté pour une formation professionnelle plus accrue. Il y a les moyens humains, les moyens financiers et techniques qui sont mis en jeu aujourd'hui. La formation, la création des lycées et collèges techniques, la formation des formateurs et le financement de l'équipement. Parce que la formation professionnelle a ceci de particulier que ça revient cher en termes d'équipement. Et tout ça là, pour que demain, aujourd'hui nous avons une réalité, c'est 3 sur 10 qui sont dans la formation professionnelle. Ils travaillent pour que demain, qu'on ait l'inverse. Que quand on prend le secteur de la formation professionnelle, qu'il y ait 7 jeunes sur 10 qui embrassent ce secteur, parce que c'est le secteur qui vous donne plus facilement accès au travail et à l'emploi. Merci à vous, Messon Diego. Je voudrais conclure quand même en vous. Oui, vous avez regardé dans la caméra et dit un mot à l'endroit de ces mandants et de ces sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. En remerciant Esaïe TV et toute l'équipe qui est derrière vous, chers amis, et en disant que ce code électoral que nous avons voté, nous l'avons fait pour quelques objectifs. On en a parlé, mais je voudrais insister là-dessus. Le premier objectif, il faut renforcer le système partisan, le rendre plus dynamique, plus fort, pour pouvoir contribuer au développement. Que le parti politique soit le centre de formation politique déjà, et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent du jour au lendemain pour ne pas respecter le système qui est mis en place. Que la politique soit au service du développement, qu'il faut faire la politique du développement et non le développement de la politique. Deuxièmement, ce code nous permet d'empêcher la transhumance politique. Aller d'un parti à l'autre, parce que nous ne l'avons pas dit suffisamment, vous ne pouvez pas parrainer un candidat qui n'est pas de votre parti politique et qui n'est pas d'un parti politique en accord de gouvernance avec votre parti. Ça empêche la transhumance. Ce code nous donne accès, nous donne la possibilité d'avoir des présidents de la République qui sont formés pour la fonction et qui sont choisis par plusieurs élus et qui peuvent répondre, ces élus pouvant répondre de ce président de la République dans plusieurs circonscriptions électorales de notre pays. Et ce code aussi nous permet d'exclure, d'empêcher l'exclusion, je veux dire. D'exclure l'exclusion. Oui, d'exclure l'exclusion si vous voulez, mais d'empêcher l'exclusion, ce serait plus facile. Et de donner la possibilité à tout le monde, si tant est que chacun respecte les règles du jeu, de donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès aux responsabilités et la possibilité à tous les départements, à toutes les régions de notre pays d'avoir accès au développement. Merci à vous, Messon Diego. Je crois que vous avez déjà effectué la plus belle des conclusions. Je ne saurais être plus récapitulatif que ce que vous avez eu à dire. Je rappelle que Messon Diego est spécialiste de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. Il a assumé la fonction de directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE de 2010 à 2016. Il fut de 2016 à 2021 secrétaire permanent de la conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest africaine. Aujourd'hui, il est élu du parti politique Union progressiste le Renouveau à l'Assemblée nationale. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est membre de la commission emploi, formation professionnelle et affaires sociales. Il est membre de la direction exécutive nationale de son parti politique UP Le Renouveau. Notons également qu'il est coordonnateur du réseau des parlementaires en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi. Merci une fois encore à vous, Messon Diego, pour le sacrifice. C'est moi qui vous remercie. On vous espère très bientôt. Pour parler formation professionnelle et insertion professionnelle. Ça j'adore. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.